Good, welcome sur ce troisième épisode de Business Talk. Je suis aujourd'hui en très bonne compagnie avec Julien et Xerius, qui sont deux experts en marketing, en entrepreneuriat, qui sont aussi très bons pour tous les sujets qui touchent au personnel. Et c'est justement de ça que j'ai envie de parler, c'est de croissance sans se sacrifier, faire des choix en étant pleinement aligné avec soi. Justement, je pense que avec Julien et Xerius, on va avoir un épisode qui est plus que complet et pertinent autour de ces sujets. Xerius, Julien, je vous laisse vous présenter en quelques phrases, qu'on ait un contexte de qui vous êtes, ce que vous faites. Ensuite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça vous va? Ouais, Xavier, je te laisse te présenter en premier, je sais que t'adores. merci déjà Ludo. Ludo pour la presse. T'as pas pris de risque, c'est bien. Bien joué. Qui je suis? Du coup, j'ai 29 ans, je fais du sport, je scale des business, je suis partenaire de business en ligne, j'ai une agence, j'ai un mastermind pour des marketeurs et je touche un peu à tout un peu dans l'entrepreneuriat. Et je kiffe la vie aujourd'hui à Dubaï. Je viens de faire une session toute la matinée de padel. Donc, je pensais à toi, Julien, d'ailleurs. Et voilà qui je suis. Padel tennis? Ouais. Voilà qui je suis en quelques mots. Parfait, merci. Ton entreprise, c'est Wheelever, hein? Wheelever. Wheelever. Parfait. Je me permets de l'ajouter. Merci. Julien? Yes. Ouais, de mon côté, comment se présenter? C'est challengeant, hein. Tu m'as donné la balle. Non, professionnellement, on va dire que j'accompagne les entrepreneurs à se développer enfin en tout cas, développer leur business tout en gardant leur authenticité et sans sacrifier qui ils sont. Ouais, voilà ce que je peux dire. Ok, parfait. Julien, c'était déjà passé sur le podcast il y a 2 ans en plus. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu dirais pour nous présenter, toi qui as la vision extérieure. Alors, de toi, Xerius, je dirais pas plus que ce que tu as dit, honnêtement. À part le sport, je l'aurais peut-être pas dit. Mais j'aurais dit que tes partenaires de business Scale étaient l'homme de l'ombre de la croissance de certains gros entrepreneurs. Et en plus de ça, tu as lancé un accompagnement pour former des bras droits à faire ce que tu fais. C'est ce que j'aurais dit grosso modo. Voilà. Et puis Julien, j'aurais dit que c'est un entrepreneur qui accompagne d'autres entrepreneurs à développer leur business en étant pleinement aligné avec qui ils sont. Qui a l'audace de prendre des choix qui sont juste avec soi et qui, de l'extérieur, parfois donner l'impression que il casse tout. Enfin voilà, j'aurais dit un truc dans ce sens. Franchement, beau gosse. Voilà. Et pour la petite histoire, à l'époque, alors les dates, j'ai plus aucune idée de quand c'était, mais quand tu avais lancé Croissance Harmonieuse, je devais jumper dedans, et c'est juste au moment où tu as tout cassé. Enfin, où tu as dit que tu arrêtais, et je me suis dit, putain, fais chier, c'était exactement ce qu'il me fallait. Du coup, bon, j'ai pas pu rejoindre, mais juste pour la petite anecdote de l'époque. Yes. Voilà ce que je dirais, Xerius. Ouais, c'est cool, très clair. C'est bien, tu nous connais bien, t'as invité les bonnes personnes pour parler de ces sujets. Je fais toujours attention au casting. Justement, pour parler de croissance, de scaling, j'aimerais juste, avec vous, qu'on définisse ensemble, pour poser une base, de quels sont, selon vous, les paliers de développement d'une entreprise. Et on va s'arrêter jusqu'au million, parce qu'après, je pense qu'on touche plus trop de personnes à ce niveau-là. Mais grosso modo, jusqu'au million, quels sont les paliers par lesquels on passe pour définir déjà ce que c'est une phase de croissance, parce que potentiellement, on pourrait s'identifier en phase de croissance, alors que peut-être par rapport qu'à vos regards, Julien, toi, avec un des plus gros masterminds à l'époque dans le scaling, tu as peut-être une image de ce que c'est, un palier où on est vraiment en phase de croissance. Xerius, on a peut-être un autre, ou peut-être similaire. Je pense que c'est intéressant de le définir déjà en prémisse. Je pense, Ludo, tu peut-être désignes quelqu'un pour répondre en premier. Ok, vas-y. Vas-y. Donc, moi, je dirais que les différents paliers, c'est de 0 à 1. Et quand je dis 1, c'est entre 3 et 7-8 000 euros par mois en récurrent. Ouais. De ma perception, c'est le palier le plus difficile. C'est celui, en tout cas, dans moi personnellement et avec les business que j'accompagne, qui est le plus challengeant, parce que tu as beaucoup d'incertitudes et de variables que tu maîtrises pas. Et puis c'est aussi le plus dur de ma perception, parce que c'est pas là où sont mes forces, tout simplement. Donc c'est pas forcément la vérité pour tout le monde. Et le deuxième palier, je dirais que c'est
Du coup, tu commences à avoir du récurrent voilà, tu commences à avoir 10 000 € par mois qui commencent à tomber et tu veux aller chercher les 25-30. Et là, ça commence à avoir des enjeux de recrutement, de structuration. Tu peux tout faire seul. Il y a des philosophies que tu fais tout seul, mais c'est pas la mienne. Donc tu vas vouloir recruter peut-être ton premier closer parce que tu sais comment générer des appels de vente. Donc t'en génères régulièrement. T'as plus forcément le temps de le faire et t'as plus forcément le temps de développer ton programme de coaching, de développer ta boîte, ton marketing, de prendre les appels. Enfin, tout ça, ça commence à devenir compliqué. Donc, tu passes à ce stade dans une phase tu commences à apprendre le pilotage, tu commences à apprendre la gestion, de recruter, et tu fais tes premières erreurs. Et puis, passer les 30, je dirais que c'est de 30 à 60-80, où là, l'enjeu, ça va être plutôt d'avoir les couilles de dépenser plus en publicité, parce que généralement, tu fais de la pub payante, et ça fait peur. On va commencer à toucher, à jouer avec des montants qui sont pas forcément confortables selon d'où on vient, selon notre milieu. Et puis généralement, on a à ce stade des diminishing returns. En fait, tu vas par exemple dépenser 2 fois plus, mais avoir exactement le même nombre d'appels à la fin du mois. Et du coup, tu as juste dépensé 2 fois plus sans doubler tes résultats. Et en fait, à ce stade, on a qu'une envie, c'est de retourner en arrière et de se dire, ok, en fait, c'était mieux au palier d'avant. Et lorsqu'on réussit à passer ce palier, on verra peut-être ou pas comment tout à l'heure, mais quand on réussit à passer ce palier, là, on va taper les 100 000 €. Et après, à partir des 100 000 €, bah voilà, t'as fait plus d'1 million d'euros. Donc ça, c'est les paliers en tout cas que moi j'observe aujourd'hui. Ok. Donc le palier de croissance de scale pour toi, il commence à 30, si je comprends à peu près ce que tu dis. Ça dépend ça dépend de ce que tu veux dire scale, puisque en fait, selon les marchés, pour moi, il y a des gens qui arrivent à avoir des coûts par call à 25-50 € encore aujourd'hui. Et en fait, à 200 €, ils sont en pleine phase de scaling. Ils vivent ce que vivent d'autres boîtes à 100 000 € par mois, en fait. Donc, le palier de scale, je dirais que c'est plus, c'est à quel point est-ce que il y a un effet multiplicateur plus qu'un CA, plus qu'un chiffre d'affaires. Ok. Parce qu'il y a des boîtes qui font des millions, ils sont 6 dans l'équipe et ils ont toujours pas l'impression d'avoir scalé, en fait. Ouais. Ok. Intéressant. Julien, est-ce que par rapport à ce que Xerius a dit, tu es aligné ou... Oui et non. Mon esprit contradictoire peut pas être d'accord, de toute façon. Mais non, enfin, en fait, je suis d'accord surtout sur la fin, dans le sens où je pense que on a tendance à voir le business un peu de manière stéréotypée. C'est-à-dire que on va avoir tendance à voir ce qu'on a fait et calquer, bon bah voilà, c'est le modèle de tous les business. Je crois que il y a autant de business, enfin il y a autant de formes de business qu'il y a d'humains. Donc, et je pense que selon les forces de chacun, ça va totalement différer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une facilité à avoir 200 000 abonnés sur Instagram, t'en as d'autres qui ont une facilité qui n'ont pas de charge à vendre à 50 000 €. T'en as d'autres qui vont, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que ça dépend vraiment du business model. Répondre à cette question en dehors d'un business model donné, c'est compliqué. Maintenant, si on part sur un business model donné qui est pas forcément le meilleur, enfin, qui est un business model, les autres sont pas mieux ou moins bien, sont juste différents, mais si on parle du business model, donc Sirius a l'air de parler, qui est, bon, attends, on va tendre vers un produit à entre 3 et 7 000, coaching de groupe, closer, coach, tout ça. Oui, je suis assez d'accord. Ok. Je pense que, ouais, d'ailleurs, je pense que je suis assez d'accord, tout en rajoutant une chose, c'est que je pense qu'il y a une notion ça dépend comment tu scales. Si tu scales sur l'efficience, ou tu scales sur un product market fit. Dans le sens où, là, j'ai l'impression que ce que Xerius a décrit, c'est un scaling sur, sur de l'efficience. Comment, à chaque fois, j'optimise l'efficience. Mais moi, c'est pas du tout des paliers que j'ai vécu. Enfin, moi, j'ai fait 0, 0, 200, 300, 100 par mois sans effort. Parce que, en 2018, j'avais un product market fit de bâtard. Et du coup, j'ai pas vécu tous ces paliers parce que je me souviens, à l'époque, je me battais sur des coups par call à 60-70 €, tu vois. 60-70 €, on faisait 10-20% de conversion sur un produit à 5 000, tu fais le calcul, quoi.
C'est ouf. Ok, c'est intéressant. Le contexte dépend toujours au plus de ce qu'on apporte dans tous les cas. Yes, c'est sûr que généraliser des business, on en connaît tous les trois qui sont hors de tous les standards. Et en fait, on peut pas dire ça c'est X, ça c'est Y. Le contexte à prendre en considération. Yes, et je pense que tu vois, c'est un point super important que tu abordes dans le sens où je pense que ce qui limite beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se subordonner au business model de la personne qu'ils admirent. Mais la réalité, c'est que les gens qui inventent un modèle et qui derrière vont structurer avec des paliers, toutes ces choses-là, des idées de paliers et tout, en général, ça a marché pour eux. Et donc, ils essaient de le modéliser et de l'enseigner. Mais la réalité, c'est que ça a marché pour eux parce qu'ils ont créé ce business model en fonction de leurs forces. Et ouais, donc aujourd'hui, moi, j'ai plus cette approche de regarder, ok, c'est quoi les forces de cette personne et ce serait quoi le business sur mesure pour elle, qui rentre peut-être dans aucun cadre et qui a peut-être aucune garantie. Et je pense que c'est le problème d'ailleurs de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont tellement attachés à avoir une garantie que effectivement ils restent dans un cadre qui les limite, mais qui a une forme de garantie. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est important ce que tu dis, puisque effectivement, moi dans ce que je partage, j'attire et on attire avec les boîtes aussi dans lesquelles je bosse des personnes qui vont venir spécifiquement pour une approche. Parce que eux considèrent que c'est l'approche qu'ils ont envie de développer et on va les aider sur cette approche. Et là, du coup, on est capable de voir des patterns et de créer des paliers. Mais il y a aussi 90% de personnes qui ne deviennent pas clientes parce qu'en fait, juste, c'est pas l'approche qui leur correspond. Justement, si on parle des approches, pour scaler un business dans l'accompagnement plus précisément, ou dans le service, autre que Presta pur, mais disons business d'accompagnement humain à humain, c'est quoi les différentes approches de croissance, on va appeler ça comme ça, qu'on pourrait avoir? On connaît du coup le modèle, comme tu as pu le décrire Julien, un produit plutôt à étiquette 3, 7K avec un modèle hybride. Un funnel où on essaie de démontrer notre mécanisme avec une VSL, un webinaire ou un 5-day, tout ça, je pense qu'on est d'accord que c'est la même chose, grosso modo. Est-ce qu'il y en a d'autres, selon vous? Et si oui, lesquels? Qu'on puisse déjà potentiellement les poser à plat et voir ce qui peut exister aujourd'hui. C'est quoi d'humain humain pour toi? Parce que est-ce que le modèle groupé, est-ce que tu considères que c'est humain? Ouais, c'est d'humain humain. Okay. Ouais. Humain dans le sens, on vend à des humains, un accompagnement à des humains. Voilà. J'ai jamais vendu à des extraterrestres. Ouais. Oui, non, tu joues petit, tu joues petit. Tu sais, il y en a qui disent B2B, B2C, machin. Bon, c'est H to H, tu vends à des humains. Ok, je comprends. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est... Je vais pas me faire que des copains, mais business model manifestation, tu vends une offre à 40K sur une page de vente avec des chiffres à 7777 €. Et après, tu réponds dans un vortex énergétique Telegram. Et c'est un business model qui marche pas mal, je crois. Ceux qui font ça. Ouais, attends, c'est un business model qui marche pas mal, oui. Ouais, tout en pyramide, il y a des gens qui font des multimillions. Et puis, t'as 1 million de personnes qui font rien, en fait. Ils vendent l'opportunité et ils disent que c'est facile, sauf qu'ils ont une équipe de marketeurs et de copywriters et 10 personnes dans le staff derrière qui sont là à tout scruter. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais tout est millimétré. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est plus des experts en marketing que des experts en manifestation, mais c'est une autre question. Bon, voilà, je pense qu'il y a celui-là. Après, en France, il n'est pas tant développé, il n'y a pas tant de gens qui font ça, mais aux États-Unis, tu en as beaucoup qui vont faire que des séminaires. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi est-ce qu'en France, il n'est pas tant développé, mais tu prends un mec comme, vous connaissez sûrement Thierry Becker, qui a écrit The Millionaire Mind, et le gars a un système d'ascension de séminaire en séminaire qui est extrêmement bien rodé. Donc ouais, il y a ce business model là aussi. Je sais pas pourquoi il marche pas en France. Enfin, je dis pas qu'il marche pas, mais en tout cas que peu de personnes l'ont développé. Tu vois, tu regardes Tony Robbins, tout ça, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc ouais, je dirais celui-là. Ouais, c'est ça que j'ai en tête. Ouais, c'est vrai que la partie séminaire, c'est
peu développé. Est-ce que ça ne viendrait pas du fait qu'on n'ose pas forcément prendre de risques ou moins de risques parce qu'il faut louer une salle, il y a un peu plus de risques quand même à le faire. Bah, je pense qu'on Déjà a, à on a l'époque. moins la culture du. Ouais, et je le fais encore. On a moins Ah, ok. on a moins la culture du public speaking, tu vois. Ouais. On a moins la culture du public speaking, et deux, je pense qu'on a aussi moins la culture de closer sur scène et Ouais. run on the back of the, of the room, tu vois, et avoir ce rush de personnes qui vont pour acheter. Tu fais ça en France, je pense que tu te fais insulter. Enfin, je sais pas d'ailleurs. D'ailleurs, parce que nous, on l'a fait, et franchement, on n'a jamais eu de critique. Je pense que c'est plus une croyance des leaders qu'ils se feraient insulter que est-ce qu'ils vont vraiment se faire insulter. Euh, voilà, ouais. Ok. Il y a celui-là. Après, tu vois, je pense que voilà, des business models qui vont au-delà d'un million, il n'y en a pas 10 000 en France sur de l'accompagnement. Par contre, j'ai l'impression que des business models qui permettent de faire entre 300 000 et 1 million par an, euh, avec une belle rentabilité, il y en a une infinité. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Hmm. En France, juste par rapport à la scène, j'ai en tête Piccini qui fait ça. Ouais, un peu Buccini, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ce que, quand t'en parlais, je me disais ça. Ouais. Il y a lui, peut-être Nicolas, Franck Nicolas, je sais pas s'il le fait ou pas, mais ça m'étonnerait pas. Ok. Ouais, entre 300 et 1 million, il y en a une infinité. J'aimerais juste revenir sur ces modèles un peu énergétiques. Tu cherches à transitionner, Ludo? Je pensais faire un shooting récemment, enfin prochainement, justement, avec des nudes, pardon. Du coup, ouais, juste ce modèle-là, on est tous les trois conscients des mécanismes qu'ils utilisent, entre guillemets, le niveau de sophistication qu'il y a derrière ce type Ouais. de façon de faire, qui est très bien, hein, franchement, c'est à observer, franchement, c'est très fort. Mais pour autant, on sait aussi tous les trois que très peu de personnes ont les compétences, ou en tout cas, ne sont pas vouées à avoir les compétences nécessaires pour arriver à ce niveau d'orchestrage, si je peux appeler ça comme ça, de stratégie marketing. Après, leurs produits sont bons. J'ai jamais acheté. Justement, curiosité, j'ai T'as acheté quoi, Xerius? Dis-nous. On veut des noms. Je donnerai pas de nom. Allez. Non, mais en plus, je me souviens plus. J'ai acheté les leaders, là, tu vois, aux États-Unis. Je m'en souviens plus. C'était 10 000 euros, mais je m'en souviens plus. Je sais ni plus. Mais en vrai, par contre, les produits sont vraiment bons. Et ça fait vraiment débloquer des choses au niveau argent, au niveau même grandeur de ce qui est possible. Donc, ouais, certes, c'est des bullshitters dans genre il faut manifester et tout, mais ça t'apporte quand même quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs en termes énergétiques et débloquer les possibilités, tu vois. Et je pense qu'ils sont, contrairement à ce que tu disais, Julien, je pense qu'ils sont bons aussi dans leur métier. Ils sont bons marketeurs et c'est des bons énergéticiens. Non, mais après, ok, t'as raison, t'as sûrement raison. Je pense juste que comme partout, le problème c'est que t'en as un ou deux qui sont bons, et derrière, t'en as des dizaines qui pullulent, et eux qui sont nuls, et qui malheureusement viennent ternir l'image globale du truc. Et ouais, t'as sûrement raison à cet endroit-là. Ouais, 100%. Bah, de toute façon, là, on est presque sur un Ponzi sur ce genre de business model. Oui, oui, très clairement. Tout le monde se vend entre eux. J'en parlais avec Julie Bruel, je sais pas, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand j'avais la série d'interviews, qui avait aussi fait un super podcast d'une série de 3-4 épisodes, qui justement a été elle-même, il me semble, dans cette spirale et qui en parlait un petit peu. Et je recommande les personnes qui justement sont intéressées par ces sujets-là d'aller écouter ça, parce que c'est intéressant. Okay. Après, j'ai entendu une réflexion récemment, tu vois, sur le Ponzi. Et c'est vrai que j'ai aimé l'idée, c'est que l'argument c'est un Ponzi, en fait. Je l'ai pas réfléchi. Enfin, j'ai pas réfléchi si c'était vrai, mais j'ai entendu ça. Je trouvais ça intéressant. C'est que tout est un Ponzi dans le fond. Tu vois, l'école, le gouvernement est un Ponzi. L'école est un Ponzi. Tu vois, la retraite est un Ponzi. Donc l'argument c'est un Ponzi pour dire que quelque chose est de la merde. Bon bah ok, bah alors tout le monde, le monde entier est un fake alors. J'avoue. C'est vrai. C'est pas faux. Mais j'entendais une vidéo l'autre jour là qui disait que Rockefeller avait fondé l'école machin, et puis après il avait fondé
l'industrie pharmaceutique parce que les gens allaient à l'école, travailler, tomber malades. Et derrière, du coup, il avait un upsell sur des médicaments. J'ai trouvé ça intéressant l'idée. C'est vrai que à cette échelle-là, tout peut être un Ponzi. Ouais, c'est Mais ça. disons C'est juste que juste comment tu le regardes. Ouais, ouais, c'est plus les remarques qu'on fait ici. Honnêtement, les modèles qu'ils ont, et je pense aussi qu'ils font du bien. Tu prends des grands noms, Anne Leyer, machin. Bon, je pense qu'ils ont fait aussi énormément de bien, tu vois. Mais en même temps, ben, il y en a aussi très peu qui peuvent devenir ces personnes. Tout comme dans les modèles traditionnels, il y en a aussi très peu qui peuvent devenir les leaders qui C'est font, clair. je sais pas combien de millions, tu vois. C'est un La peu pareil. pyramide. Mais c'est un peu plus applicable, à mon sens, et le message de fond manifeste et ça arrivera tout seul. Bon, ça a des limites quand même. C'est intéressant. C'est plus applicable pour toi et pour nous, je pense, parce qu'on a des esprits, je pense, assez rationnels, assez logiques. Et, et je peux avoir le souvenir, tu vois, de gens en 2018, 2019, 2020 où moi j'ai l'impression d'enseigner des choses qui sont vraiment simples, genre juste fais les choses, c'est pas compliqué. Et les gens me disent que c'est compliqué, tu vois. Donc est-ce que c'est vraiment plus applicable? Je sais pas. C'est peut-être pas forcément plus applicable, mais dans le niveau d'informations qu'ils donnent sur leur modèle, ils montrent pas en fait ce qu'il faut appliquer réellement Ouais. par rapport à ce qu'il y a derrière. Par exemple, nous, on vend un tunnel. Bon, alors je vends pas de tunnel, mais si on vendait un tunnel, bah, on t'expliquerait que c'est un tunnel et qu'il faut faire A, B, C, D. Yes. Là où on dit pas, bah, il suffit de manifester et de travailler ta relation à l'argent et de faire Kumbaya sous un pommier, tu vois. Disons que c'est un peu moins caché. Mais c'est vrai, c'est pas forcément le plus applicable. C'est vrai. Yes. Si on parle de croissance, on sait que ça fait rêver beaucoup de personnes. J'aimerais qu'on aille un peu sur la partie, justement, ça fait rêver, mais c'est quoi le prix? Qu'est-ce que finalement les gens, on va dire, fantasment dans la croissance, qui au final n'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. De mémoire, Julien, à l'époque, tu étais enfin, tu faisais je sais pas combien de centaines de milliers d'euros par mois et tu es revenu après à faire du one-one pendant un certain temps, puis à revenir sur un programme, enfin, et après tu fais plein de choses, mais du coup tu as pu voir un peu les deux, je pense. Ouais. Et j'aimerais juste démystifier ce que c'est vraiment la croissance, ce que c'est vraiment avoir une entreprise avec X employés, enfin employés ou freelance, on s'en fout, mais en tout cas X personnes qui se dépendent de nous. Voilà, qu'on démystifie un peu le point et qu'on montre le prix potentiellement à payer et en quoi est-ce qu'il y a peut-être d'autres alternatives qui rendront aussi heureux la personne dans son business sans pour autant aller chercher les gros chiffres, quoi. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Donc, enfin, il y a un moment donné où ça me faisait plus kiffer, mais j'ai kiffé quand même sur le moment. Donc, sur le moment, tu vois, tu te rends pas forcément compte. Je sais pas, le prix à payer, moi, pour répondre à la question, je dirais, je le voyais pas comme un prix à payer. Je pense qu'à partir du moment où tu le vois comme un prix à payer, c'est que c'est pas pour toi, tu vois. Mais je le voyais pas comme un prix à payer. J'étais juste très content d'être derrière mon ordinateur 12 heures par jour. J'adorais faire ça. Et probablement que le prix à payer, c'est d'être derrière son ordinateur 12 heures par jour, enfin, ou peut-être 10, ou je sais pas, machin, mais je travaillais beaucoup, j'étais très focus KPI. Je pense que le prix à payer, c'est passer plus de temps à regarder des KPI et réfléchir dans ta tête à des modèles et à des systèmes que à passer du temps avec les gens. Ce qui m'allait dans cette phase de vie, ce qui aujourd'hui me viderait. Euh, mais je dirais que le vrai prix à payer, c'est qu'au final, tu finis par... Enfin, si ce que t'aimes, c'est être avec les gens, et ce que t'aimes le plus, c'est être avec les gens, transmettre, faire une différence, bah, c'est probablement pas ce que tu feras la majorité de ton temps. Et la majorité de ton temps sera probablement dédié à penser à la stratégie, à penser au KPI, à penser à comment t'optimises, à penser à comment tu fais mieux. Et si tu veux une croissance rapide, 60-70% de ton métier minimum va être dédié à faire de la croissance rapide et plus à faire le métier que tu avais choisi au début. Voilà, juste ça. C'est ce dont j'en ai eu marre, tu vois. Enfin, c'est juste, je voulais revenir à mon métier. Ok, hyper intéressant. Xerius, je crois que côté croissance et justement qui aide à faire croître les activités. Est-ce que dans les clients, pas forcément ceux que tu as, ou peut-être que si, mais en tout cas ceux que tu as l'habitude de rencontrer, tu vois un petit peu ce fantasme de dire ok, maintenant j'ai un bras droit marketing, sales,
Et c'est bon, ça va le faire. On va aller scaler, on va faire x2 sur le CA et ça va bien se passer. Et je vais continuer à faire mon métier de base. Ouais. Cette croyance, elle est aidante, que ça va bien se passer et que ça va être facile. En fait, moi, je vois deux types de patterns de personnes qui viennent me voir. Il y a le type de personne qui est profondément un entrepreneur qui n'a pas forcément envie de parler aux clients. Lui, ce qui l'amuse, c'est plutôt de développer une entreprise dans le care de coaching. Et je vois l'autre type de personne qui est plutôt un coach qui a un sens, qui a envie de servir, d'être au contact de ses clients. Et en fait, le souci que je vois, c'est que le coach va prendre le modèle de l'entrepreneur en pensant que c'est la bonne voie à suivre. Et du coup, va commencer à fantasmer le fait d'avoir un bras droit, de déléguer tout le marketing et d'avoir ce fantasme de tout déléguer, de ne rien avoir à faire, en pensant que ça va l'aider à avoir à la fois une entreprise en croissance, sans rien faire, qui va pouvoir faire que son métier et qu'il aura zéro problème, tu vois. Et généralement, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et le souci, c'est de confondre qui on est. Si on est profondément un coach et qu'on n'a pas envie d'avoir la casquette de l'entrepreneur, bah, je pense que ça fait pas sens pour la plupart des gens de monter une boîte à plusieurs millions, en fait. Et qu'ils seraient beaucoup plus heureux à monter une boîte comme disait Julien, entre 300 et 1 million. Et que même, limite, ils pourraient même gagner plus d'argent en termes de profitabilité sans les emmerdes. Je pense même, tu me contrediras, Julien, mais peut-être, mais je pense même que 300, limite 300, 350, ça peut être la limite de ce qu'un coach individuel pourrait potentiellement aller chercher en fonction de combien il price à ses coachings. Mais admettons 15-20K, je pense qu'on est déjà sur une tranche bien haute, générale. Ouais, bien sûr. Non, mais je pense si tu fais effectivement. Mais après, tu sais, si tu as une assistance et que t'es pas dans cette démarche de croissance, donc tu vas pas payer des masterminds à je ne sais combien et tout. Ce qui est pas un problème si t'es dans une démarche de croissance, ce qui est con si tu les achètes pour pas les appliquer. Tu vois. Je pense, tu vois, t'es très heureux si tu fais 200 000 euros, tu fais ce que t'aimes, tes journées sont remplies, t'as une assistante qui t'aide, allez, t'investis, je sais pas, 30K sur toi par an, 20K dans ton assistante, il te reste, euh, il te reste 120, t'as des logiciels, des machins. Juste avec 200K par an, il te reste 120K, tu fais que ce que t'aimes, c'est déjà un luxe, tu vois. Après, bien sûr, tu peux aller chercher plus, tu peux faire des workshops, tu peux de temps en temps lancer une cohorte, des trucs comme ça. Et du coup, avec ça, aller chercher peut-être du 300, 400, 500, pourquoi pas 700, 800. Mais ouais, je pense qu'effectivement, tu peux être très heureux avec ça. Je connais plusieurs personnes qui font ça et juste ils prennent des one-one à 18K et ils en prennent 15 ou 20 à l'année, un truc comme ça, et puis c'est réglé. Enfin, c'est réglé pour eux et ils sont très bien comme ça. Justement, est-ce que on montre aussi potentiellement ce qu'il y a à faire pour arriver à ça parce que voilà, c'est aussi potentiellement un fantasme que de se dire je vais faire que du one-one et les signer à 18K. Les personnes que je dis qui font ça, elles ont 10 ans d'expérience. Elles ont une audience qu'elles ont créée pendant des années. Leur première vidéo sur YouTube, c'était dans leur piole chez les parents. Enfin, ça a commencé comme ça aussi, quoi. C'est pas juste go, on signe, je sais pas combien. C'est clair. Plus les compétences qu'elles ont développées durant des années, qui sont maintenant des compétences acquises, dont elles n'ont plus conscience. Et ça c'est aussi ça joue beaucoup dans l'équation, je pense. C'est clair, mais de toute façon, je pense qu'on arrive sur un sujet qui, pour moi, est un sujet dont personne ne parle, mais qui est pourtant, à mon avis, un des sujets les plus importants pour faire ce que t'aimes et être épanoui, c'est le sujet de l'impatience. Et je pense que ce qui empêche la majorité des gens de créer la vie qu'ils veulent vraiment, c'est l'impatience. Et du coup, l'impatience les fait prendre des décisions impulsives, faire quelque chose sur lequel ils projettent des fantasmes. Et au final, ils tournent en rond d'impatience en impatience pour se rendre compte au bout de 5 ans, 6 ans, qu'ils ont fait 10 trucs de 6 mois en espérant aller plus vite, alors que s'ils avaient dédié 5 ans vers leur projet, ils y seraient déjà, tu vois. Et cette phrase, elle a été entendue et réentendue, mais c'est la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et je crois beaucoup plus à ça aujourd'hui. Si je devais faire une promesse business aujourd'hui, je ferais une promesse, viens, je vais t'aider à
à créer la vie que tu veux en 10 ans. Mais ça marcherait probablement pas, ou pour des gens relativement matures dans leur tête, quoi. Qui, du coup, va pas forcément être la majorité des personnes, loin de là, je pense. Le coaching sur 10 ans avec Julien, 10 millions d'euros. Mais c'est ce qui est chiant aussi, c'est, tu vois, les promesses que tu peux mettre. Bon, moi, j'ai essayé des promesses ultra réalistes, ultra soft, et puis tu fais un A/B test, et puis en fait, tu doubles. Tu te dis, putain, fais chier. Si je peux te challenger là-dessus, Ouais. euh, si je peux te challenger là-dessus, c'est que ça te confronte à ta propre impatience. Aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais. Je suis aussi impatient, effectivement. Mais en vrai, je trouve que sur le sujet de l'impatience, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que, ouais, c'est clair que si certaines boîtes ne font pas x2 chaque année, limite, c'est la fin, c'est la fin du monde. Vraiment, les entrepreneurs vont se remettre en question et limite changer d'équipe. Et c'est vrai que je pense que vu qu'on travaille sur Internet, je pense que c'est lié à ça, peut-être pas que, peut-être notre génération ou quoi, mais c'est vrai qu'on est on veut tout de suite. Et c'est vrai que perso, moi je suis le champion du monde sur ça. Ce que tu dis, Julien, là, sur le fait de recommencer, genre pendant 10 ans, tu recommences tous les 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait pendant les premières années. Et aujourd'hui, je continue à avoir ce pattern, cette impatience. J'essaye de la canaliser, de la contrôler. Mais je pense que ça touche beaucoup de monde qui a besoin d'être peut-être accompagné ou coaché régulièrement. Tu vois, par exemple, moi, je prends régulièrement, tous les 3 mois, des coachs pour me recentrer, pour me redire, OK, genre, c'est bon, c'est bien la direction que tu prends. Continue, quoi. Juste, des fois, juste continue avec un regard extérieur et let's go, c'est reparti pour un cycle de 6 mois dans la même direction. Justement, ce point de se recentrer, ok, tous les 3 mois, moi j'ai une question par rapport à ça. On parle de croissance, on parle de scale, la place de la vision là-dedans et de l'alignement entre notre vision, peut-être la mission qu'on se donne si on s'en donne une, et les valeurs aussi. Je sais que Julien, toi, tu es hyper sensible à ce sujet et j'ai beaucoup appris avec ce que tu partages là-dessus, sur justement, on va toujours vers ce qui prédomine nos pensées, vers ce qui nous apporte le plus de bénéfices pour le moins d'inconvénients par rapport à nos valeurs hautes. Je cite mes cours. Et mot pour mot, en plus. Ah, mais ça me parle beaucoup. Et pour moi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, justement, dans ces phases de croissance. Est-ce qu'on arrive toujours à être pleinement aligné, à toujours avoir... est-ce qu'il n'y a pas des moments, justement, où on n'a pas un peu cette, je n'ai pas envie de dire obligation, parce qu'on n'est jamais obligé de rien, mais est-ce que quelque part, des fois, il ne faut pas un petit peu... Ok, il y a une phase où il faut peut-être un peu passer en force à cet endroit-là pour aller au prochain step, ou est-ce que pour vous, on peut vraiment rester tout le temps aligné avec ce qu'on fait, aimer 100% de ce qu'on fait et ne avoir aucune douleur, pas physique, mais voilà, on s'entend quand je parle de ça, dans les actions qu'on a à mettre en place pour justement porter l'entreprise au prochain niveau. Le premier qui a une réponse, je le laisse prendre la parole. Ok, vas-y, Xerus. J'ai des exemples, Vas-y. et après, vas-y, tu rebondis, vas-y, ok. Je pense que passer en force, c'est pas nécessaire. En tout cas, à chaque fois que les entrepreneurs que j'ai aidés ou moi-même, on a essayé de passer en force, ça n'a pas fonctionné. Genre, à 100% du temps, c'est de ce que j'ai vu. Et à chaque fois... Xerus, Ouais. t'entends quoi par passer en force? C'est y aller en mode très analytique et très il faut qu'on y arrive et on met en place toute l'énergie pour y arriver, tout ce qui est entre nos mains, et toutes les actions qu'on peut mettre en place. C'est-à-dire, il n'y a rien qu'on n'a pas fait qui nous empêche d'y arriver et pourtant on n'y arrive pas. Tu vois. En tout cas, on a tout fait dans ce qu'on pense devoir faire pour y arriver. Ça fonctionne pas. Et à un moment donné, il y a un coach, une personne, un texte qui va amener un déclic. Et on n'a rien changé, mais d'un coup, ça amène au palier suivant. Et j'arrive pas à l'expliquer. Peut-être que Mélanie pourra me l'expliquer. Niveau énergétique. Mais moi, je pense que y aller en force, y aller en force, c'est pas obligatoire. Par contre, est-ce que à des moments, tu peux souffrir? Oui, parce que tu peux être aligné et souffrir, tu vois. Et avoir des périodes de souffrance, mais vu que tu mets du sens
c'est pas de la souffrance, mais des périodes d'inconfort. Ça, c'est mon expérience. Mais curieux d'avoir la tienne, Julien. Déjà, je pense que si on part de cette idée de la hiérarchie de valeurs, si t'as pas business croissance en un ou deux dans tes valeurs, en un ou en deux, mais relié très fort à ta valeur un, enfin, si tu l'as pas en un, tu vas pas scaler. Voilà, enfin, et t'auras peut-être une croissance de 20-25% par an, ou je sais pas, 10% par an, je sais pas. Mais en fait, tu feras pas x2 par an si c'est pas ta priorité numéro un. Et du coup, tu le vois pas forcément comme une douleur, tu vois, ça fait partie du chemin. Tu le vois pas comme une douleur. Maintenant, t'as de la douleur, hein, mais tu le perçois pas forcément comme ça. J'aime l'idée que la souffrance, c'est la douleur à laquelle tu donnes pas de sens. Et donc, je pense que c'est une question plutôt de hiérarchie de valeur. Et du coup, où est le business dans ta hiérarchie de valeur? Si c'est en numéro un, bon bah, scale, mets le paquet et tu vas kiffer, tu vois. Comme un sportif de haut niveau, en fait, il s'en fout d'avoir mal. Au contraire, enfin, c'est le jeu, ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est pareil pour un entrepreneur. Le problème arrive quand des entrepreneurs qui ont business en valeur 2 ou 3 ou 4 veulent les mêmes résultats que celui qui l'a en 1. Et du coup, forcément, ils essaient les mêmes stratégies et eux, ils le perçoivent comme de la douleur. Ouais. Justement, on en revient à choisir ce qui nous correspond le plus au final. Et pareil, dans le fantasme de voilà, un tel est au-dessus. J'ai le fantasme que c'est mieux là où il est. Et du coup, je vais copier ou essayer de faire sensiblement la même chose. Et là, ça fera mal. Yes, carrément. Ouais. C'est clair. On en revient à qui tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi. Ouais. Au final, des fondamentaux assez simples, mais qui sont très souvent oubliés. Je crois que c'était la première chose que j'ai appris quand je me suis lancé dans le développement personnel. Ouais, mais on a tous appris ça. Et bizarrement, les trucs que moi j'ai appris à l'époque, je me disais, ouais, bon, ok, tu sais quoi, je connais, au revoir. Et aujourd'hui, je reviens dessus et je me dis, punaise, je l'avais pas compris. Mais tu sais, c'est pareil dans tous les domaines. C'est-à-dire que dev perso, c'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi. Business, c'est à qui tu t'adresses, c'est quoi leur douleur, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, pourquoi ça va pas marcher. Et au final, c'est que ça, tu vois. Moi, je le vois même, enfin, même quand j'accompagne des entrepreneurs qui font beaucoup plus d'argent que moi, si à un moment donné il y a une question business, il y a toujours dans la question business, c'est quoi ton positionnement, c'est quoi ton message, c'est quoi ton avatar, quoi. Enfin, et c'est quoi ton offre. Clairement. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent ici, vous ne l'aurez jamais assez travaillé en fait. Déjà Ouais, de une parce que rouge. je pense que c'est quelque chose de dynamique, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est que c'est une illusion de croire que tu fais un premier programme à ticket, tu remplis un Google Sheet dans lequel tu réponds et c'est plié pour le reste de ta vie. Et non, c'est dynamique en fonction de ton évolution, l'évolution du marché. Ouais, tu le travailles assez à un moment T. À un moment donné, ça sert à rien de passer 10 ans si tu as une vision claire à un moment T. Mais ouais, perso, un exo qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, et je trouve ça fou à quel point ça s'est réalisé, c'est d'avoir fait ma vision avec les photos, les images, et d'avoir décrit de manière très limpide ce que je voulais vivre, ressentir. Quelques années plus tard, ça se passe, ça s'est passé. Et je suis la personne que j'avais imaginée. Ça, c'est ouf quand même. Ouais, je pense que toutes les personnes qui l'ont déjà fait cet exercice et qui l'oublient et un jour retombent dessus, ils sont là, ah merde, c'est exactement ça. Ça m'est déjà arrivé aussi. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais juste pour remettre un petit coup là-dessus, c'est les fondamentaux. Au final, ça reste ce qu'il y a de plus important. Et Xerius, toi, tu disais du coup, tous les 3 mois, tu reviens sur un recentrage quelque part, on va dire un point d'alignement, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je sais que je le fais aussi. Pas tous les 3 mois, mais tous les 6. Et j'étais curieux de savoir si vous, c'est des choses que vous voyez aussi, que vos clients qui peut-être sont en phase de croissance font, ou est-ce qu'ils oublient ça complètement, ils le mettent de côté, et arrive un moment où, 1 an et demi, 2 ans après, en fait, ils se rendent compte que c'est une putain de prison qu'ils ont créée, et ils ont envie de downgrade le business ou de tout arrêter. On a vu quand même pas mal entre 2018 et aujourd'hui qui sont plus là, qui font complètement autre chose, qui ont complètement pivoté peut-être. Et la question que je me pose, et que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce que potentiellement c'est des choses qui sont venues parce qu'ils sont arrivés en bout de course et ils n'ont pas justement fait cet ajustement constant au long du chemin, ou est-ce qu'il y a encore autre chose Ou alors, vous pourrez... ils ont atteint le fantasme et l'illusion disparaît. Ça peut-être, ouais. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'ils poursuivaient pas forcément leur propre destination.
Ou ils étaient pour leur aider sur le fantasme. Ou alors c'était leur destination jusqu'à arriver à leur chiffre qu'ils voulaient et qu'après ils sont dans une autre phase de vie. Mais Julien, toi, tu as vécu un peu ça. Nous, là, on parle de ce qu'on voit, mais curieux de savoir ce que tu as vécu en interne et tout ça. Ouais. En fait, moi, j'avais un clear goal qui était 3 millions d'euros de capital, parce que j'avais fait mes calculs. 3 millions d'euros de capital, c'est en perso, c'est ce qu'il me faut pour avoir les rentes que je veux. Donc, forcément, quand je l'ai atteint, il y a des choses qui se sont remises en question, tu vois. Et enfin, c'est même pas des choses qui se sont remises en question. C'est voilà, c'était l'objectif. Enfin, ça dépend si vous voulez l'histoire courte ou l'histoire longue, mais Celle que tu enfin, veux. La longue, non, mais en fait, les détails la, croustillants. ouais, la longue, je pense que ce dont je suis certain, c'est que à l'âge de 22 ans, j'ai vraiment eu cet appel, ce coup de cœur, cette vocation pour ce métier du coaching. Tu vois, enfin, c'était, je me souviens, je faisais une visualisation et j'ai à un moment donné, j'étais debout et j'ai, comme mon cœur qui a l'impression de s'ouvrir, c'est comme mon cœur qui a l'impression de s'ouvrir, j'ai les jambes qui commencent à trembler, je tombe par terre, tu vois, et je me vois en train de partager un message autour du sens, de l'amour sur scène, tu vois. Mais à cette époque-là, j'ai rien pour moi. Je vis chez ma mère, j'ai jamais eu une copine, je suis dépendant financièrement de ma mère, je sais même pas parler à mon pote à côté, tu vois. Donc avoir cette vision à ce moment-là, c'est inimaginable, tu vois. Mais je sais que c'est ce que je veux et T'as c'est t'as su que c'était, enfin, pourquoi le sujet du sens et de l'amour est venu? Est-ce que tu sais, est-ce que c'est parce que non, tu manquais de non, ça ou non? non, c'est pas quelque chose de. Enfin, après je peux te le retracer, mais à ce moment-là, c'est vraiment pas quelque chose de mental. Tu vois, j'ai Ok. vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui me traverse. Tu vois, ouais, vraiment, vraiment cette impression-là. Euh, Après, je peux retracer aussi pourquoi est-ce que, enfin, tout ça peut venir aussi dans ma vie. J'ai ça et je me dis, ok, je veux être coach. Sauf que là, à ce moment-là, je sais pas comment on va avoir des clients. Le lendemain, je m'inscris à une école de coaching. Le lendemain de cette vision, je m'inscris à une école de coaching. Et puis, je commence à aller dans des séminaires pour voir comment est-ce que je peux me développer. Et je me souviens, un jour, je vais à un séminaire et peut-être un mois après, tu vois, je vais à un séminaire de Max Piccinini et à côté de moi, j'ai Maxence Rigotier. Et à l'époque, on est en 2015, tu vois. Donc, moi, je suis personne. Et moi, je le suis. En 2015, il y a que lui, presque. Il y a lui, il y a Olivier Roland, voilà, il y a presque que ça. Et du coup, je suis à côté de lui. Je peux faire, je suis comme un fou, tu vois. Je peux faire les exercices avec lui. C'est incroyable. Les exercices. Et à un moment donné, euh, il dit un truc, il dit, non, mais de toute façon, dans ses objectifs, il dit, moi, un jour, je veux faire du dev perso. Mais je veux pas faire du dev perso avant d'être millionnaire parce que je veux pas être un de tous ces coachs là. Et on est en 2015. Alors, imagine à quel point l'ampleur que ça a pris. Mais on est en 2015 et il dit je veux pas être comme tous ces coachs qui disent aux autres comment vivre leur vie alors que eux ont encore rien réussi. Et, euh, et ça résonne à ce moment-là dans ma tête parce que je me dis putain, mais je suis un de ceux-là moi. J'ai 22 ans. Et J'ai 22 ans, je fais du coaching, tu vois. Ouais. tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, je veux être coach avec l'injonction et l'inspiration du coach justement qui t'a fait avoir cette réalisation, non? Non, Tu t'es pas dit, je vais être non, comme lui ou quoi? Non? non, vraiment, c'est un moment indescriptible. Ouais, Ok. ouais. C'est vraiment un moment indescriptible qui est pas mental, ouais, qui est pas mental. Et du coup, je pense que ça a joué un peu dans mes règles à ce moment-là, mes règles et tout ça. Et je me suis dit, ok, dev perso, c'est bien, mais c'est ce qui me parle. Mais je veux être millionnaire avant. Et je crois que je me suis dit à ce moment-là, ok, je sais que je finirai à transmettre uniquement sur la psychologie, la spiritualité, pourquoi est-ce qu'on est là, c'est quoi le but, qui t'es, c'est quoi tes valeurs. Je sais que je finirai ma vie là-dessus. Mais avant, soyons millionnaires. Euh, et obtenons les codes de la société qui vont te permettre d'avoir plus d'impact derrière. Euh, et voilà. Et donc j'avais cet objectif en tête, mais cet objectif d'aller générer des millions, de cocher les cases du succès, c'était pas un but en soi. C'était pas une fin en soi. C'était juste un moyen. Et je vois qu'une fois que j'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de cases et que d'avoir suffisamment de cases cochées,
bah, petit à petit, je me suis rappelé que c'était juste un moyen et que le but Hmm. était au-delà. Et c'est comme ça, du coup, que tu es arrivé quand tu es arrivé à l'objectif à te dire, OK, Ouais, c'est maintenant ouais, le stade qui m'a aidé à aller vers le prochain palier qui est de transmettre ce que j'aime dans le coaching, ce pourquoi on ouais, fait ce qu'on carrément, fait. Ouais. carrément. Ouais. OK. Euh, si je Et reprends je ce que dirais tu... qu'il y a eu une perte de sens aussi, enfin, progressif, dans le sens où je pense que 2018-2019, je suis à fond. 2020, je commence à avoir des phases de 10-15 jours où je me dis, en fait, pourquoi je fais ce que je fais? C'est chiant, je me fais chier, quoi. Et peut-être 2021, je commence à avoir des phases vraiment d'un mois, au point où en 2021, je me souviens un jour, je vais faire un tournage pour l'entreprise, pour faire des ads pour l'entreprise. Et je me fais chier à mourir dans ce tournage. Je vais décéder, tu vois. Tellement je dois donner un message auquel je crois même plus. Le scripté, c'est une horreur. Et je rentre le soir et je fais un post sur Facebook à l'époque, sur à quel point est-ce que je trouve ça ridicule toute cette manière, mais j'en arrive à un moment donné où je suis le CIO et mon message, mon ennemi commun est devenu mon entreprise, tu vois. Il y a un problème. Ouais, Et je là, je vois. me dis, ok, si ton ennemi commun est devenu ton entreprise, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, c'est en 2022, tu vois. Et t'as arrêté en 2023, non? Non, ouais, enfin, j'ai arrêté je me souviens, mai 2022. J'appelle l'équipe pour leur dire que j'arrête. Je me souviens, j'arrive un jour dans un coaching avec une coach. C'est un jeudi, il est 8 heures du mat. On est en mai 2022 et je dis franchement, j'en ai ras le cul de gérer tout ça. Et elle me dit, bah, pourquoi tu continues alors? Je dis, bah, t'as raison. Je lui dis, bah, t'as raison, comme ça. Et 2 heures après, j'envoie un message aux premières personnes de l'équipe en leur disant, écoutez, les gars, faut trouver un nouveau CIO parce que j'arrête. Vous vous démerdez. Euh, voilà, je serai plus CIO. Voilà, donc ça, c'est mai 2022, tu vois. Ok, intéressant. Justement, dans toutes ces phases-là, au final, moi, ce que je vois, c'est que tu as mis du sens à ce pourquoi est-ce que tu voulais croître, en fait, qui au final était la raison plus grande de transmettre ce que tu fais aujourd'hui, quelque part. Ouais. Euh, et en fait, tu vois pas forcément que, en tout cas, tout ce que tu fais, tu le raccroches à ça. Et pour le vivre moi aussi, bah, il y a forcément des trucs que j'ai pas envie. Enfin, plein de trucs qui me font chier aussi dans mon quotidien. Et c'est normal, mais je le raccroche aussi à ce pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et du coup, bah, en fait, il y a un sens. Et du coup, on avance. Euh, comment on fait pour continuer à... Alors, comment on fait? C'est une grande question, mais c'est quoi un petit peu les indicateurs ou les signes avant-gardiste pour savoir que en fait là c'est pas juste continuer à avancer en cherchant à rehausser tes valeurs hautes ou les perceptions que tu peux avoir par rapport à tes valeurs hautes, mais t'es vraiment pas dans le bon axe en fait. Parce qu'on pourrait très bien se dire je me matrix, je me mets en condition, je me visualise tous les jours. Enfin, tu pourrais très bien, je pense, tenir un certain temps un petit peu avec des techniques de prépa mentale ou de changement de perception. Mais au final, en fait, tu n'es quand même pas dans le bon axe. Mais parce qu'on te dit qu'il faut aller dans ce sens-là, tu vas continuer à forcer. C'est quoi un petit peu les signes avant-gardistes que tu peux voir, toi, Julien, et toi, Xerius aussi, avec les business que tu accompagnes? Est-ce que tu as déjà vu des personnes qui, justement, n'étaient pas dans le bon axe, mais qui continuaient quand même? En tout cas, de ta perception, ils n'y étaient pas. Tous les signes montraient qu'ils n'y étaient pas, mais ils se persuadaient qu'ils y étaient quand même. Ouais, tous les jours, j'en vois. Tous les jours, j'en accompagne. Ok. Mais ils me payent pour que je les aide à y aller. Donc, je remets pas en question la direction. La direction qu'ils me disent vouloir aller, moi, je suis pas payé pour ça. Moi, je Faut qu'on suis... fasse un partenariat, Xavier. J'allais dire, Je vais te donner Julien, de il est là. l'affiliation. Ils me disent qu'ils veulent ça, je les crois. Mais ouais, effectivement. Puis ça t'arrange parce que t'es payé pour. Bah ouais, évidemment. Et puis, en fait, si je suis pas assez bon pour les coacher sur du dev perso et leur faire prendre conscience qu'ils vont dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que ils vont me dire ta gueule, je t'ai payé pour mon marketing, pas pour du dev perso, tu vois. Ouais. C'est la réalité. Et après, dans les signes, je, je, je vois des signes de fatigue, de burn-out, enfin, tout ça, je le vois, mais après, je suis pas avec les personnes. Donc, je peux donner juste des signes de moi, genre, moi, quand je suis pas dans la bonne direction,
ça va être mon corps qui parle. Ça va être de l'eczéma ou des irritations ou des choses comme ça. Ou une boule dans la gorge qui fait que je ne m'exprime pas sur un truc que je voudrais m'exprimer. Et si moi, perso, je suis à l'écoute de mon corps, j'arrive à me recentrer. Enfin, j'essaye de faire en sorte de me recentrer. Ok. Bon, Julien, t'as du taf, hein. C'est là. Ouais. Tu vois quoi, toi, Julien, de ton côté en termes de symptômes et tout? Non, mais je pense que chacun a ses trucs, mais je dirais les basiques, c'est fatigue, manque d'envie, perte de motivation, manque de sens. J'arrive plus à fonctionner sans de café. Je commence à avoir besoin d'un verre le soir. En tout cas, la majorité d'entre nous, on est des champions pour éviter tous ces signaux. Donc, soit je ressens ces signaux, fatigue, manque de sens, tout ça, soit je commence à tendre vers plus d'addiction. Tu vois? Enfin, quand je dis plus d'addiction, c'est je vais scroller plus longtemps, je vais prendre plus de café, je vais me retrouver à regarder du porno, je vais faire X, Y, Z pour ne pas ressentir ce que je ressens. Pour certains, c'est travailler jusqu'à 23 heures. Chacun a ses stratégies pour pas ressentir ce qu'il ressent. Des stratégies d'évitement, quoi. Ouais. Ok. Si on... Mais ce qui est bien, c'est bien fait parce que t'as beau éviter, ça va juste venir toquer à la porte un peu plus fort à chaque fois. Mais justement, est-ce que de façon générale, bon, on n'est pas dans la vie des gens, mais est-ce que de façon générale, la majorité des personnes qui sont dans des entreprises en forte croissance ou que, en tout cas, qui scale et qui vont vers de la forte croissance sont pas dans ces signaux? En tout cas, beaucoup peuvent l'être. Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai pas assez de recul pour ça et j'ai un biais dans le sens où mes clients viennent, enfin, ceux qui viennent me voir justement sont pas là-dedans, donc j'ai un biais et je peux pas te répondre à ça. En tout cas, on voit que ce sujet de sens, c'est un gros sujet, mais au-delà de ça, on peut tous monter des boîtes qui sont grosses, mais en fait, juste définissez ce que c'est grosse pour vous et qui est bien et bon pour vous. Et il n'y a pas un modèle qui est propre. Bien sûr, il y a toujours une direction, entre guillemets. Hein, et je pense pas qu'au demain, on va inventer une nouvelle façon de... Enfin, peut-être que si, d'ailleurs, tu as lancé un truc avec tes Business Week, ou je sais plus comment tu les appelais, Coaching Week. C'était aussi un peu voilà, c'était aussi un peu un truc nouveau à l'époque. Hein. Enfin, à l'époque, c'était pas il y a tellement longtemps, mais... mais du coup, en fait, dans ce qui... D'ailleurs, je serais curieux de savoir comment t'en es arrivé à ce format, tu vois. Parce que du coup, tu es sorti des cases, même si c'est un peu un format challenge, mais c'est quand même revisité, tu vois. C'est quand même sorti de la façon traditionnelle de faire. Ouais. Il y a eu deux facteurs. Le process. Ouais. Deux facteurs. Le premier, c'est une profonde fatigue de faire des webinaires. Enfin, en tout cas, moi, j'aime transmettre, j'aime être avec les gens, mais leur raconter toute la sauce là d'où vous venez. Salut les gars, voici ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous êtes dans cette situation et vous êtes dans cette situation, alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous raconter votre histoire, mon histoire, parce que je suis aussi passé par là. Bref, toute cette sauce-là, j'ai envie de la dégueuler, tu vois. Donc, je pouvais plus faire ça. J'avais un programme que j'avais comme envie de vendre, mais VSL, c'est pareil. Enfin, tous ces trucs-là, je pouvais pas. Et je me suis dit, ok, il faut quand même que tu aies une forme de marketing. Enfin, tu peux pas juste dire prix et les gens vont venir, tu vois. Voilà. Donc, il faut quand même que tu aies une forme de marketing. Et du coup, je suis revenu à qu'est-ce que je sais que j'aime faire et qu'est-ce que ma vie démontre que j'aime faire. Et ma vie démontre que j'aime coacher les gens et que j'aime ouvrir de nouvelles perspectives chez les gens, qui leur ouvrent de nouvelles possibilités et qui leur permettent d'accéder à plus d'amour et de gratitude pour eux. Enfin, je sais faire ça. Et ma vie démontre que je fais ça. Tu me mets dans n'importe quel setting, je peux pas m'empêcher de le faire. Donc, j'avais cette connaissance-là et j'ai été chercher une deuxième information qui est, j'ai été voir les 10 ou, à l'époque, j'avais eu 10 ou 11 clients sur la première saison de Mastery et je voulais remplir la seconde. Et je me suis dit, ok, allons chercher les 10 ou 11 et comme les premières fois, j'ai pas fait de marketing, demandons-leur pourquoi est-ce que vous avez acheté. Et sur les 11, j'en ai eu 10 qui m'ont répondu, en fait, à un moment donné, je t'ai vu coacher. Et je me suis dit, je veux apprendre à faire comme ça. Moi, la plupart des gens, c'était des gens qui avaient déjà appris le coaching, mais pas comme ça, en fait.
Et, et du coup, en comprenant ça, en comprenant qu'en fait, ce qui fait acheter les gens, c'est de me voir coacher, je me suis dit, ok, ben, comment est-ce que j'organise un format dans lequel les gens me voient coacher? Voilà, c'est venu de Ok. ça. Et les deux matchaient, en fait. Ce que j'aimais le plus faire et ce qui faisait acheter les gens matchaient. Donc après, c'était juste une réflexion de comment est-ce que je fais, comment est-ce que je mets les gens dans ce contexte. Ok, intéressant. Juste un point par rapport à ça. Est-ce que tu penses que si tu étais parti de zéro et que tu avais lancé ce format, quand je dis zéro, ça veut dire tu commences les réseaux, tu as 150, 200 personnes sur tes réseaux, tu vois. Est-ce que tu Ouais. penses que ça aurait aussi bien fonctionné? Oui, avec un volume différent, tu vois. Ouais, C'est sûr que j'avais 1200 inscrits à chaque coaching oui. week, tu vois. Mais j'aurais, j'aurais eu peut-être 20 inscrits et sur les 20 inscrits, j'aurais peut-être eu 4-5 clients. Donc oui, ça aurait marché aussi facilement avec un respect du volume, tu vois. Ok, intéressant. Ouais. Ça invite Un à respect du volume et de voir. la compétence, tu vois. Un respect Ouais, du volume et de la aussi. compétence, tu vois. C'est que si je T'es démarre très et que je bon suis web, nul, bah toi. il faut peut-être mieux pas que les gens me voient coacher, tu vois. Ouais, et puis t'as surtout t'as l'expérience en coaching. Alors, j'ai pas participé à tes coaching week, mais Ouais. tu as l'expérience en coaching. Tu as sûrement pitché aussi ton offre à un moment donné. J'ai pitché le dernier jour, ouais. 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 Enfin, je pense que toi qui pitch, c'est pas un débutant qui pitch. Non, j'ai quelques bases. Quelques. Julien, le storyteller. Voilà. Yes. Mais c'est aussi ça. Et je pose la question aussi pour des personnes qui débuteraient, qui se diraient, vas-y, tout de suite, on lance ça, alors qu'ils n'ont jamais vendu, peut-être, tu vois. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'il y a des compétences quand même de base. Exerus, dans les paliers 0 à 1, tu vois, on est là. Il y a quand même une base à apprendre, et ça, qu'on le veuille ou non, tu vois. Enfin, sauf si vous pensez l'inverse, dans ce cas, je suis prêt à ouvrir Ah le non, mais moi, débat. je suis 1000% d'accord. Mais de toute façon, communication, storytelling, prise de parole en public, savoir communiquer par écrit, c'est effectivement des bases. Enfin, 1000 fois, tu dois les apprendre. Que tu aies envie ou pas. Enfin, Ouais, ouais. mais pour tout, tu vois, même pour tout dans ta vie, je veux dire, si tu sais pas communiquer, ça va être compliqué la vie, hein. On est d'accord. L'IA dans tout ça, est-ce que c'est des outils qui pour vous sont vraiment game changer, notamment Xerius, tu vois, tu parlais de te faire accompagner tous les 3 mois. Est-ce que, et d'ailleurs Julien, tu as un très bon chat GPT là, sur celui-là, sur la dépolarisation, là, il est pas mal. Aparté, est-ce que justement, ce serait pas des outils qui permettraient peut-être de temps en temps de faire des audits, enfin je dis audit, mais audit mindset ou j'en sais rien, tu vois. J'avais testé une fois un chat GPT de Scott Holford, que j'aime beaucoup aussi sur ces sujets-là d'alignement, qui justement fait un audit un petit peu de ton statut mental actuel, sur qu'est-ce qui va pas, où sont les failles dans ton raisonnement, dans ce que tu fais dans le quotidien. Est-ce que justement, c'est des choses que vous voyez déjà vous utilisez et où vous voyez qu'ils vont être de plus en plus pertinentes dans le futur, encore plus dans ces phases de croissance, de scaling? Vas-y, Xerius. J'ai l'impression qu'on est dans une course vers l'avant, et que on peut choisir enfin, ouais, on peut choisir de rentrer dans cette course et d'essayer de courir à toute vitesse pour ne rien louper. Ouais, Et j'ai l'impression que si on fait ça, enfin en tout cas perso, si je fais ça, je vais passer ma vie à courir derrière quelque chose qui ira toujours plus vite que moi et j'aurai l'impression d'avoir un train de retard. J'ai pas envie de ça pour ma vie. Et du coup, j'ai choisi d'avoir quelques outils pour développer les business et de, de pas faire spécialement de veille. S'il y a un truc qui sort, je vais en entendre parler dans tous les cas, comme VO ou, ou de par d'autres personnes qui vont m'en parler. Mais, mais je pense que fait de manière générale, pour passer de 0 à 1 ou de 1 à 10, le truc le plus important, ça va être le focus et la clarté avec soi-même et où on va. Et l'IA, généralement, a tendance à te défocus parce qu'il y a trop de sorties, trop de nouveautés. Et donc, déjà, si tu as 2, 3 outils qui vont t'aider dans ton quotidien, euh, qui vont te permettre d'être un meilleur coach ou d'avoir du recul ou d'avoir de la clarté, tu te fais des MyGPT ou des projets avec Claude ou peu importe. Après, tu as des outils pour des présentations ou quoi, pour des webinaires. Mais juste si tu te contentes de ça, je pense que c'est suffisant pour la plupart des gens. Parce que
Sinon, tu te bats sur un terrain qui n'est pas forcément ta force si toi, t'es coach et que t'as juste envie de coacher, quoi. Et t'en utilises des GPT spécifiques justement pour ces sujets d'alignement, peut-être juste pour avoir un autre regard sur tes perceptions actuelles, sur tes challenges? Ouais, j'en utilise. En fait, tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a quand il y a une situation assez difficile avec un client et que il est entêté sur un sujet et que je pense que c'est l'inverse, c'est une mauvaise décision et qu'il est vraiment très entêté et du coup qu'il ne m'écoute pas. Ouais. Et ben en fait, tu vois, dans les grandes boîtes, il y a une solution très simple, c'est que tu prends un consultant externe et le consultant va faire un diagnostic et va dire c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et derrière, toutes les personnes vont entre guillemets se cacher derrière ce consultant pour dire bah, c'est pas moi, c'est le consultant et il n'y a pas de tension. Et bah là, en fait, ChatGPT peut être un outil cool pour prendre une décision et dire ok, voici ce que pense ChatGPT et il n'est pas biaisé par rapport à toi, tes émotions et moi les miennes. Tu vois. Donc déjà, ça c'est un bon outil. Après, ce qui est vraiment très utile, c'est d'écouter les calls de vente, en tout cas sur le modèle d'entreprise que je développe et ma spécialité. Mais il y a des appels de vente et la plupart du temps, c'est horrible pour un CEO de gérer son équipe de vente. C'est pas du tout le type d'énergie qu'il aime gérer et il va pas prendre le temps de réécouter les appels. Il est pas forcément le meilleur là-dedans non plus. Il peut se faire bullshit et tout. Donc avoir un MyGPT entraîné, entraîné vraiment spécifiquement pour la vente et pouvoir faire un retour à ses closers parce que c'est ChatGPT qui va le dire et non pas moi parce que moi je suis pas ultra compétent en vente. Tu ne peux pas remettre en question ce que, enfin, je veux dire, c'est factuel. C'est pas moi, c'est ChatGPT. Donc j'aimerais que tu t'améliores sur ça, tu vois. Ou est-ce que pour la Ouais. prochaine fois, est-ce que tu pourrais mettre en place ça et du coup faire évoluer son équipe, tu vois. Après, général, dans le market, bah évidemment, je m'en sers pour tous mes contenus. Aujourd'hui, j'ai une assistante. Elle prend mes vidéos YouTube, elle les passe elle prend les transcripts, elle les passe dans un JT qui est entraîné sur ma voix, sur mes valeurs, sur des contenus que j'ai déjà fait, et elle sort un contenu, moi, elle me met sur un Google Doc, je le valide, et j'ai juste à valider en fait, et je fais plus rien sur la création, quoi, par exemple. Ouais, ouais. Ok. J'ai la même utilisation que toi. Juste, tu dis make GPT, t'entends quoi? Une auto-make avec GPT derrière? Non, non, j'ai créé le GPT en Ah. alimentant des mails que j'ai envoyés avec mon style et tout. Ah oui, des mails, Des j'ai mails. compris make, pardon. Ouais. Ouais, ok. Non, tu vois, typiquement, N8N, là, tout ce qui est Ouais, ouais. Zapier et tout, j'évite parce que je sais que quand tu te lances dans un truc technique, en fait, ça prend 10 fois plus de temps que ce que tu pensais Ouais. et ça casse les couilles. Ça fait chier, en fait. Donc, j'évite. Hmm. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, tu as une chance sur deux que quelqu'un sorte justement l'application que tu voulais dans les semaines à venir pour 10 balles sur un SaaS Ouais, tu ou un seras truc toujours en comme ça. retard. Si c'est pas ta Ouais, ouais. valeur haute, comme dirait Julien, en vrai, tu seras en retard. Ouais, ouais. Intéressant. Good. Julien, de ton côté, est-ce que tu as d'autres cas d'application ou... Non, enfin, essentiellement, je pense qu'il y a des Xerius. Ouais, essentiellement ça, ouais. Non, je pense. Ouais. J'avais écouté un épisode avec les infoloyers, enfin Ouais. avec Ouais. Ouais. Jean-Philippe et Henri, où tu parlais d'un master plan, enfin Ouais. pas master Master plan, prompt, ouais. master prompt, ouais. Est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases ce que tu fais? C'est quoi un petit Ouais. peu l'idée de ce Ouais, fichier? carrément. Bah, en fait, tu vas mettre déjà un document de base. Enfin, j'ai un projet Cloud qui a du coup, j'ai un projet Cloud qui a la vision, les avatars à qui on s'adresse, les offres qu'on propose, euh, nommer correctement, ce qui fait que dès que tu fais référence, il sait de quoi tu parles, les Ouais, objectifs qu'on a, euh, nos différenciations, nos concurrents. On a vraiment été faire une recherche assez longue de notre philosophie, nos contenus, tout ça. Donc, on a probablement 50-60 pages de cet endroit-là qu'on lui a déjà donné. Et ensuite, on lui a documenté les process qu'on a à tous les endroits, donc sur euh, delivery, sales, marketing, tout ça. Ce qui fait qu'il a vraiment ouais, toute notre façon de faire et il peut nous aider à optimiser, à améliorer. Et je pense que ce qui a le plus d'impact, encore plus que les prompts, c'est le contexte qu'il a. Euh, ouais. voilà, donc on a fait un gros effort quand même de contexte, de lui donner le maximum de contexte possible
pour économiser du temps, on a aussi créé tu sais, avant, tu créais des process sur un Google Doc que tu mettais dans ton Drive. Aujourd'hui, je crois que tu crées des process que tu mets dans Claude et sur lequel tu as juste à dire AI webinaire, par exemple. Et du coup, tout se déploie. Ça, c'est hyper intéressant. En plus, tu vois, on a tous déjà des drives, enfin des fichiers Ouais, avec c'est ça. l'avatar qui fait 20 pages, X qui fait la vision qui en fait 20, et tout ça, en fait, c'est alimenté dans, alors Claude, dans ton cas, ChatGPT. Ouais. Mais j'ai vu j'ai plutôt entendu un ami dans un mastermind qui disait que ChatGPT était capable de scanner tout ton drive Ouais. en instantané, et que du coup, il Claude synchronise. aussi. Alors, ok. Et du coup, il a en fait une mise à jour constante de tout ce que tu fais. Ouais, mais bon, l'inconvénient, c'est qu'en général, tes drives deviennent vite un peu bordéliques, ou il y a peut-être que moi qui suis dans ce cas-là. Mais il y a une putain d'entropie sur ton drive. L'avantage d'avoir un master prompt, c'est que tu sais que t'as qu'un truc à mettre à jour, quoi. Et à tenir à Ouais, jour. c'est pas faux. C'est pas faux. Je suis Je sais pas d'accord. si vous avez testé le Absolute Mode de ChatGPT. Non. Absolute mode. Ouais. Ok. Je vous enverrai le. Putain, on dirait des Le mecs qui jouent aux jeux vidéo, tu sais. J'allais dire, c'est quoi ce truc? Non, mais en fait, ça part du constat que ChatGPT est très souvent d'accord avec toi. Ah oui, ouais. Des fois, il saoule avec tous ces emojis. Il y va pas droit au but, en fait. Ouais. Et je vous enverrai le prompt, mais tu peux le configurer en mode absolute. Et c'est un mode très direct. C'est un mode genre robot, tu vois. Ah bah vas-y, envoie. Il y en a qui l'ont testé. Et genre, les réponses, il faut être. Avoir de la conscience sur soi-même pour certaines des réponses. Mais au moins, il est pas toujours d'accord avec toi. S'il est pas d'accord, il dira non. Il dira pas oui, c'est une très bonne idée. Et puis, ça te permet aussi de te faire coacher. Enfin, moi perso, genre, ChatGPT, il connaît beaucoup de choses de moi et quand il me coach, c'est ultra pertinent. Et avec le Absolute Mode, c'est encore plus. Donc c'est le mode hardcore C'est le de mode, ChatGPT. le mode ChatGPT sans empathie, en fait. Ouais, ok. Vas-y, envoie, ça m'intéresse. Top. Good. Bon. Est-ce que vous avez une ressource à partager qui est intemporelle pour vous? Une ressource, ça peut être un livre, un podcast, peut-être quelque chose que vous avez, un film, j'en sais rien. Mais quelque chose qui est intemporel, sur lequel vous revenez régulièrement. Régulièrement, il y a l'échelle que vous y mettez, hein, et qui vous aide des fois à remettre de la conscience. Les sujets qu'on a pu aborder, donc alignement, qu'est-ce que je veux, remettre du sens. J'ai une série de livres. Ouais. Si tu veux nous les partager. Ouais, c'est des livres de Derek Silvers. Ah ouais. Il y a des connaisseurs. Mais ouais, je reviens régulièrement sur ces bouquins quand j'ai besoin. Ok. Ouais. Intéressant. Je suis fan de Derek Sivers. Ouais, How to Live Your Life. Ouais, celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. Il est sorti en français en plus. Ouais, mais si j'ai le choix, je pense que je le lis quand même en anglais. Oui, oui. Bref, tous les livres de John de Martini, je dirais. Un retour à l'amour de Marianne Williamson. L'almanach de Naval Ravikant. Le business, il l'a. Ah, il est pas que business, hein. Non, il est pas que business. Non, clairement pas. Il est loin d'être que business. Il est pas business d'ailleurs. Enfin, il est pas vraiment business. Ouais, il est plutôt stratégie, philosophie de vie d'entreprise. Ouais. Moi, je dirais The Unfair Advantage. Je crois pas l'avoir lu. De qui, lui? Mais vraiment très stylé. C'est de qui? C'est de Je l'ai sur ma Kindle, mais je H. l'ai pas lu, je crois. Ali. C'est un peu dans le même style de. Enfin, c'est différent, mais c'est dans le même style que Unique Ability. Mais Unique Ability. Ouais, je l'ai lu. Ok, intéressant. The Self-Managing Company aussi de Dan Sullivan. J'aime beaucoup Dan Sullivan. C'est incroyable ce qu'il fait. Je trouve qu'il a des concepts. J'accroche qu'à moitié, Dan Sullivan. T'as fait des programmes avec lui ou pas? Non. C'est dans. J'en ai pas fait. T'en as fait? Non. C'est bon? Peut-être plus tard, ouais. Ok. Peut-être, ouais. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il s'adresse à la boîte, à la plutôt américaine, qui a des employés, plutôt pas trop coaching. Tu vois. Romain l'a fait. Romain Collignon. Ok. Ouais. Il en a pensé quoi? Je sais pas.
Je crois qu'il avait aimé. Je vais lui demander. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. En tout cas, ses bouquins. Surtout le dernier, là, 10x is easier, 2x, un truc comme ça, là. J'avais bien kiffé. Mais c'est sûr, ça s'écarte un peu de John DeMartini. Ouais. Je suis curieux de savoir si vous connaissez Neville Goddard. Ouais. C'était avant le. C'était. Ouais, tu connais Julien ou Ouais. pas? Feeling is a Secret. Non, j'ai pas lu, mais je connais le gars. C'était carrément avant tous les classiques de dev perso par lesquels j'ai commencé, du style Think and Grow Rich. C'était genre avant. Attends, Neville Goddard. Ah ouais. 6000 avis, 4,7. Toi, tu vas finir coach en manifestation, je pense. Xerius. Ouais, Il y a moyen. Hein. franchement. Dès que j'ai plusieurs millions, Les skills, ils sont là, Xerius. il me faut encore les millions et c'est bon. Franchement, en plus, Bah non, t'as t'en la as pas petite queue de besoin. cheval, tout ça. Je pense qu'il te manque 2-3 tatous et t'es bon. Tu fais du surf Je vais et vivre tout, sur je une pense île. que t'es bon. Mais il y a moyen que je finisse comme ça. Il y a moyen, c'est mon chemin. Bon, on a eu un bel échange. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez ajouter, qu'on n'a peut-être pas abordé, qui est important selon vous par rapport à la trame, qui au final n'était pas une trame de notre échange? C'est quoi la trame de l'échange? Il y avait un thème ou pas? Ouais, il y en avait un. Ok. À la fin, tu sais. C'était quoi le thème? Non, le thème, c'était scaler son activité sans oui, se ok. sacrifier Ok, ou en ok. restant aligné. Ok, Grosso ok. modo, c'était ça. Ok. Donc, on est resté à peu Ouais, près c'est vrai, c'est vrai. Ok. dans l'axe. De mon côté, j'ai plus rien à apporter ou à vous demander. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Merci pour ce moment et c'était cool. Yes, On va voir merci. tous les deux. Merci à vous, c'était chouette. Good. Merci et au prochain épisode. Yes. Ciao. Yes, ciao.